Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle diffusée sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L''IRE, comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Francis Gutelben, qui a été tour à tour journaliste d'investigation, rédacteur en chef, réalisateur, producteur, directeur de programme, directeur artistique et directeur de la communication. Il a exercé différentes fonctions dans les médias, dans la presse écrite, la radio, la télévision et sur le web. Il a été journaliste d'investigation pendant 18 ans et cadre de direction au sein de France Télévisions. Après un reportage, La Nuit du mensonge, qui évoque le crash du Mont Saint-Odile en 1993, il publie en 2009 Scandale à France Télévisions, puis en 2015 aux éditions Ginko, Sauvons France Télévisions. À côté de ces essais qui prennent nettement position dans le paysage médiatique français, il publie des romans plus intimes et personnels comme Enceinte, paru en 2013, Ces 1000 jours pour commencer à être père, paru en 2019, Le Ruban Mauve, Une Odyssée de la mémoire, paru en 2021 aux éditions du Cygne, et tout récemment, La Poupée de maman, paru aux éditions L'Herbier. Voilà, merci beaucoup. Alors, sur son site internet, il présente ainsi son rapport à l'écriture. J'écris lorsque quelque chose ne va pas. Ses livres, essais ou fictions sont à chaque fois des prises de risque pour tenter d'être vrais. Je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il évoque ce travail d'investigation, qu'il s'agisse d'exercer son métier de journaliste impliqué dans ce qui est agissant dans notre société ou de l'élaboration de cette entreprise longue et intime qu'elle a mise à jour de ce qui motive nos identités. Je veux parler de l'enfance, des enfances, la sienne et celle de ses lecteurs, qui grâce à sa quête personnelle commencent un travail d'archéologie de l'intime. Alors Francis Gutelben, tout d'abord, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Et puis, donc, tu as écrit plusieurs romans. Est-ce que tu peux les évoquer les raisons pour lesquelles tu as eu recours à la fiction et à l'écriture romanesque ? Oui, alors tu l'as très bien dit, on se tutoie, hein ? Oui. Tu l'as très, très bien dit au début, j'écris quand quelque chose ne va pas. Et des motifs d'insatisfaction et des motifs de réparation, évidemment, j'en ai tout le temps. Sur le plan de l'écriture d'essais, à un moment donné, le réel ne me convenait absolument plus. Et je me suis dit, c'est pas par là que je vais arriver à faire bouger les lignes. Donc, je préfère aller dans l'intime, je préfère aller dans l'âme humaine, dans la patte humaine. J'essaye d'emmener vers les gens, vers leurs propres émotions à travers l'écriture de ces romans. Et bon, le premier roman, il date déjà de 20 ans quasiment. Ça s'appelait La vie en jaune. C'était une histoire d'amour. C'était la difficulté à aimer. C'était déjà un sujet qui me préoccupait beaucoup à l'époque. Et puis après, j'ai commencé, je considère que je suis dans un cycle d'exploration de la vie. De la vie personnelle, depuis le stade de la naissance jusqu'aux différentes étapes de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a eu deux romans, un essai et un roman, qui portaient effectivement sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il devient père. Ouais. Et là, on était... Alors, il y a eu... D'une part, je l'ai traité sous forme d'essai, et ensuite, je l'ai traité sous forme de fiction, avec une conviction... c'est que ce temps de grossesse qui devrait être un temps de partage le plus profond qui soit entre l'homme et la femme est souvent un temps de solitude pour l'un et pour l'autre. Et il y a des réalités objectives de la société, c'est que par exemple, il n'y a que 10% des maternités qui proposent des groupes de parole pour les hommes. Un tiers des couples divorcent alors que l'enfant n'a pas encore 4 ans. Et donc, pour moi, ce sont une succession de drames personnel, et je trouve absolument ahurissant que dans une société moderne comme la nôtre, il n'y a qu'un seul domaine où il n'y a pas d'apprentissage, c'est sur la parentalité. On apprend tout, et pour énormément de choses, en plus on est obligé de passer des examens, mais pour la parentalité, on est lancé dans le bain de la parentalité,
de façon totalement naïve, même à l'école, au collège, au lycée. Parmi les nombreux textes qu'on étudie, et alors que la littérature est extrêmement riche sur le thème de la parentalité, il n'y a pas de texte qui est étudié sur la parentalité. Comment on devient parent? Comment on devient père? Comment on devient mère? Donc, si j'ai doublement traité ce sujet-là, et la deuxième fois, quand je l'ai traité sous forme romanesque, je l'ai écrit à la manière d'un agenda. L'idée, c'était et c'est toujours, puisque le livre est toujours là, c'est de toucher le public le plus large possible, et en tenant compte de la réduction du temps de lecture, en particulier de la part des jeunes générations, je voulais proposer un espèce d'agenda, de fil quotidien des réflexions de l'homme par rapport à ce qu'il traverse pendant la grossesse. Tu parles d'enceinte. Alors non, je parle du deuxième qui s'appelle « C'est 1000 jours pour commencer à être père ». Voilà. Et donc, ce livre-là a paru en 2019. Et j'ai eu énormément de retours parce que ce que j'ai découvert, grâce à des contacts avec des gens qui travaillent dans la sphère de la naissance, de la parentalité, des sages-femmes, des infirmières, etc., c'est qu'il y a, au-delà du discours qu'on peut tenir sur les choses ont évolué, les choses ont évolué encore très marginalement. Un nombre infime de couples a un projet de naissance, alors qu'en théorie, on les invite à avoir un projet de naissance, c'est-à-dire à imaginer la venue de l'enfant, à imaginer comment ils veulent que cet enfant soit accueilli. Donc voilà, ça c'est extrêmement marginal. Le contact peau à peau, la maman donne naissance à l'enfant, elle le prend sur elle. Déjà là, c'est pas toujours évident, et l'homme, 9 fois sur 10, il prend pas le bébé sur sa peau nue. Donc ce que j'ai voulu à travers une écriture romanesque, une écriture extrêmement sensible, c'est d'éveiller un peu les gens et les approcher d'eux-mêmes, et qu'il y ait j'ai souhaité inciter à la communication, à plus de communication au sein du couple. Parce que, évidemment, ma première vie de journaliste qui s'est arrêtée il y a 22 ans exactement, et que cette vie de journaliste était une vie de journaliste d'investigation. Donc, le but, c'était toujours de dénoncer. Et il reste dans mon écriture romanesque aujourd'hui cette volonté de servir à quelque chose. Je considère qu'un livre, ça doit être un coup de hache. Ça doit aussi être une claque qu'on prend dans la figure. Un livre qui est un divertissement, je considère que ça ne sert à rien. Donc, je n'écrirai jamais des divertissements. Je trouve que les feel-good sont un non-sens en termes de littérature et ne servent à rien, parce que la société propose déjà de tels divertissements à tous les étages que la littérature, elle doit vous remuer, elle doit vous faire réfléchir, elle doit vous reconnecter à vos émotions. Et c'est ça le sens de ma démarche. L'investigation de l'intime. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, j'aime bien que tu le dises comme ça, parce qu'il y a ça en permanence chez moi. Alors déjà, personnellement, j'ai fait de psychanalyse. Ces psychanalyses me nourrissent. Et je dis souvent à mes proches, jusqu'à la fin de mes jours, j'essaierai de comprendre qui je suis, pour essayer, et c'est toujours une tentative, et pour essayer d'être ensuite en accord avec moi-même. Et là encore, le monde, la société, les activités humaines, il y a un danger permanent d'être distrait de soi-même et de se perdre. Et face à ça, alors j'ai fait un choix extrêmement audacieux il y a 4 ans en disant, alors que je n'étais pas encore en âge de la retraite, j'ai dit maintenant j'arrête toutes les activités professionnelles. J'avais évidemment quelques économies et je me consacre exclusivement à la littérature. Et le bienfait de ça, et je pense que le bien le plus précieux dans la société que chacun devrait arriver à conquérir, c'est du temps. Il faut du temps pour penser son existence, pour penser, c'est-à-dire mettre des pansements sur son existence aussi. Et ce temps-là, moi, je le consacre exclusivement à la réflexion et à l'écriture. Et ensuite, j'essaye de proposer effectivement aux lecteurs des histoires qui les interpellent. Et ces histoires-là, dès lors que le bouquin paraît, le livre paraît, elles ne m'appartiennent plus. Et mon plus grand bonheur, c'est quand les lecteurs s'approprient le livre, avec parfois des anecdotes assez hallucinantes, où des gens me parlent du livre en me disant « Ah oui, ce passage-là, j'ai aimé », et les gens me parlent d'un passage que j'ai jamais écrit. En fait, ils s'approprient l'histoire.
Et c'est pour ça que qui écrit le livre, souvent je dis avec une pointe de provocation, ce sont les lecteurs qui écrivent le livre. Ouais. Moi, je propose une trame, je propose quelque chose, évidemment, mais quand le lecteur se l'approprie jusqu'à voir dans le livre des choses qui n'y figurent pas, je me dis, j'ai servi à quelque chose. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est pour ça que je voulais te demander la part de fiction, la part d'autobiographie dans tes romans, mais voilà, c'est mêlé, c'est entremêlé. La question est récurrente, à la fois de la part des lecteurs et à la fois des journalistes que je peux rencontrer. Alors moi, j'ai une première réponse par rapport à ça, c'est « tout est vrai ». Puisque je l'ai inventé. Voilà. Donc ça, c'est juste. Ça, c'est une forme de provocation. Ensuite, je m'appuie sur Lacan en disant « je est un autre ». Ensuite, le troisième élément de réponse, c'est dès lors qu'on raconte quelque chose à une personne en face de soi, ça devient de la fiction. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On organise sa pensée, on fait une chronologie des événements qu'on raconte. On essaye de surveiller son auditoire, même si c'est qu'une personne, pour savoir si cette personne est attentive. Et donc, on scénarise l'histoire. Donc, peu importe pour moi que ce que j'écris est vrai ou faux. Là encore, j'ai des retours de lecteurs qui connaissent ma vie et qui me disent « mais ça, c'est vraiment de la fiction ». Et qui me disent « mais on a tellement l'impression que c'est vrai ». Donc, j'essaye de mentir vrai. Voilà, ça aussi, c'est du Lacan. J'essaye de mentir vrai. Et je crois que la fiction permet de donner du sens à un réel qui n'en a pas forcément. Je veux dire, Est-ce que la vie n'est pas un mentir vrai, finalement ? Ah bah si. Alors, un mensonge qui a l'air c'est ça, qui a l'air vrai. Par la fiction, l'intérêt principal de la fiction, en se détachant du réel tel que je le fais, c'est que ça permet effectivement de dégager des images. J'emploie une illustration par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui analyse tout en permanence. Donc, c'est extrêmement épuisant pour moi parce que je suis une vraie éponge de ce qui se passe dans la vie. Et ensuite, ce que j'emmagasine, après, je le repense. Et en le repensant, je forme... Imaginez un ciel étoilé. Et dans ce ciel étoilé, en astronomie, on dégage la grande ourse, etc. Moi, je relie des points dans le ciel. Et ces points dans le ciel, alors ça peut être une girafe un jour, et les mêmes points, le lendemain, ça peut être un éléphant. Mais j'ai besoin de relier les points. Parce que je ne suis pas sûr que la vie ait un sens, mais ça n'interdit pas d'en inventer un. Et je crois que le supplément de vie qu'on peut se donner pour se consoler d'être né, parce que c'est quand même un drame absolu d'être né, parce qu'on sait qu'on est né, on n'a rien demandé, on va mourir, on n'a rien demandé. Et entre les deux, il faut trouver un sens. Et pour moi, le sens, c'est pas de se divertir et d'oublier qu'on va mourir, c'est de se donner en permanence un supplément de vie. Et c'est ma démarche intime personnelle, et c'est cette démarche-là que j'essaie de transmettre à travers mes romans aujourd'hui. Et je l'ai dans le dernier livre, donc La poupée de maman, paru en octobre. Donc l'éditeur, c'est Le Beau Jardin et la collection, c'est L'Herbier. Là, j'ai plongé. Alors, je suis parti d'un fait. En 2015, mon père est décédé et en 2018, on a vendu la maison familiale. Et pour vendre la maison familiale, il fallait évidemment la ranger. Et pour ranger cette maison familiale, je me suis vite rendu compte que pour chaque objet qu'il y a dans une maison, il y a 4 questions qui se posent. Je garde, je vends, je donne, j'offre. Donc, voilà, il y a pour le moindre objet, il y a cette question-là qui se pose. Et pour le moindre objet, on est plongé dans l'histoire familiale. Et pour la première fois, lorsqu'on est plongé dans cette situation de ranger un appartement d'un défunt, eh bien, on entre dans l'intimité de la personne comme on n'y est jamais entré. Et ce point de départ a été un bouleversement. Et à partir de là, oui, j'ai construit une fiction. Alors justement, je vais lire les premières pages de La poupée de maman. Le dernier repas dans la salle à manger de la maison familiale sera avalé tout à l'heure avec des inconnus. Pour Pierre, ce sera un pied de nez aux grandes tablées dont les saveurs se sont évaporées il y a bien longtemps.
Ce premier lundi de juillet, entre 8h et 17h, 6 anciens délinquants, salariés d'une association de réinsertion, vont débarrasser les lieux. Meubles, linge, vaisselle, bibelots seront évacués, soit vers le plus gros dépôt-vente du département, éloigné de 20 km, soit vers la petite déchetterie du canton située à 4 km. 2 camions assureront des norias. Pierre a tout planifié. Ses 2 frères ont tout validé. Charles a 10 ans de moins que lui. Paul en a 2 de plus. À midi, un traiteur livrera crudités et poissons froids. Pierre a sélectionné des mets respectueux des hypothétiques allergies des uns, des supposées pratiques confessionnelles des autres et des éventuelles habitudes alimentaires de tous. Ce casse-tête, bien à son image, n'est pas animé par un désir de convivialité. Il veut éviter que la troupe se disperse et perde du temps pour se nourrir dans les commerces et restaurants des environs. À 17h, 4 salariés d'une société de nettoyage astiqueront sol, murs et plafond. À 20h, le compromis de vente sera signé. La maison familiale est une lourde bâtisse blanche, coiffée d'un toit à 2 pentes de 45 degrés. Les 2 étages supérieurs sont occupés par des espaces d'habitation. Au rez-de-chaussée, 3 devantures sont encadrées d'un bardage qui porte l'empreinte de la lointaine activité des parents. Épicerie, tabac, souvenirs. La place manquait pour inscrire les autres services proposés, boulangerie, boucherie, charcuterie, quincaillerie, mercerie, poissonnerie le jeudi, traiteur le samedi, pâtisserie le dimanche. Un jeune couple a débusqué ici du charme que Pierre n'a jamais vu. Il n'y a que l'adresse qu'il a toujours trouvée jolie, au 1 rue du Ciel. À gauche, une rue verticale conduit au secteur le plus haut perché du village. Hier, les vaches y prenaient leurs aises. Aujourd'hui, des néo-ruraux s'y prélassent dans des maisons en toc, à des terrasses en teck. Ils sont aussi nombreux que les tarines autrefois. À droite, une rivière devient un torrent lorsque le ciel se déchaîne. Les aînés sont les derniers à le surveiller comme le lait sur le feu. À l'arrière, des taureaux teigneux se succèdent au fil des saisons. À un moment, la garde mieux que des caméras de vidéoprotection. La façade est bordée par une route départementale menant à 2 stations de ski des Préalpes. Elle est fréquentée par les touristes en horde et les cyclistes en chenilles processionnaires. Petit, Pierre n'osait pas sortir la tête par la fenêtre de sa chambre du 2e étage. Il redoutait de se faire décapiter par le passage de 38 tonnes. Il était écartelé entre cette maison qu'il qualifiait de montagne de soupirs et ce coin de terre qu'il gratifiait de plus belle vallée du monde. Elle forme un Y, parfait, se termine de ses 2 branches par des murs de roches. Les serpentins d'asphalte qui les entaillent ont toujours été, à ses yeux, les griffures d'un monstre mystérieux. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3, Lire du Dire. Je suis avec Francis Guttelben, journaliste et romancier. Je le reçois pour son dernier roman, La poupée de maman. Et donc, nous parlions de qui écrit, la part de fiction, la part d'autobiographie. Et puis, tu évoques aussi la question de l'identité. Oui, alors cette question cruciale qui émaille tous tes romans, finalement. Oui, et là, c'est la question du genre. C'est la question du genre. Du genre, les hommes. C'est ça qui est au centre du roman. Mais oui. Puisque ce petit Pierre est un garçon, voilà. Mais sa maman aurait voulu qu'il soit une fille. Et en fait, ça, c'est un sujet extrêmement fréquent. Parce que la première préoccupation des parents quand un couple attend un enfant, c'est est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille. Ouais. Et ensuite, au moment de la première échographie, quand les parents demandent à connaître le sexe de l'enfant, une fois sur 2, l'un des parents est déçu du sexe de l'enfant. Et donc là, on est dans cette histoire-là de ce garçon qui aurait dû être une fille, parce que sa maman le souhaitait ainsi. Lui qui, alors je ne vais pas spoiler le livre, mais je vais vous en donner quelques éléments, lui qui aurait voulu plaire à sa maman en étant une fille quand même, qui a les cheveux longs et qui, au fil du temps, ne se satisfait jamais de son identité de garçon. Et puis, il y a un élément, alors je cherche mes mots parce que je ne veux pas trop en dire.
Il y a une intrigue dans tout le roman, parce qu'à un moment donné, je vais quand même donner cet élément-là, quand il a eu 40 ans, Pierre a offert une poupée à sa mère, en disant « Cette fille que je n'ai pas été, je te la rends avec l'espoir d'une autre vie ». Et donc, lorsque le rangement de la maison débute, toute la question est de savoir si cette poupée est encore là, si elle a disparu, si elle a été détruite, etc. Donc voilà, la question, et évidemment, cette poupée, elle est symbolique. Elle parle évidemment de l'identité de Pierre. Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? Est-ce que j'aurais voulu être une fille? Qu'est-ce que je fais de mon identité de garçon, etc. Avec toutes les répercussions sur sa vie intime, sexuelle, etc. Et puis, c'est aussi le doute sur et l'interrogation sur qui on est véritablement. Il y a un psy qui s'appelle Aldo Naouri qui a écrit plusieurs bouquins sur le thème « Retrouver l'enfant qu'on a en soi », c'est-à-dire retrouver sa véritable identité. Donc, sous-tend tout le bouquin cette invitation au-delà de l'histoire de Pierre, et c'est là que les lecteurs s'y retrouvent. C'est qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je me suis perdu? Qu'est-ce que j'ai fait de mon enfance? Qu'est-ce que j'ai fait de mes idéaux? Voilà. Et évidemment, puisque le papa est décédé dans l'histoire, mais la maman, elle vit encore. Et voilà, je suis ému. Et Pierre est obligé, pour mener cette investigation dans le livre, de renouer avec sa mère. Dialogue qui n'a pas existé à cause de ce malentendu fondamental sur l'identité sexuelle. Il est obligé de renouer le dialogue avec sa mère. Le temps presse parce qu'elle est en EHPAD et que sa santé, notamment sa santé mentale, décline. Voilà, donc il y a une tension, il y a énormément d'émotions. C'est un roman, alors comme l'ensemble de mes livres, j'essaye de réparer tout le temps. Et ce roman-là en particulier est un roman de réconciliation. Pierre avec lui-même, Pierre avec sa mère, Pierre même avec son père, qui lui a fait beaucoup de mal. Je laisse le lecteur le découvrir sous quelle forme. Et cette réconciliation, là encore, c'est une invitation pour les lecteurs. Là aussi, je dirais, il n'y a pas de famille heureuse. Dans toutes les familles, il y a des drames familiaux. Dans toutes les familles, il y a des conflits. Et tous ces conflits, et là encore, c'est une ligne directrice de ma production de livres. Romanesque. Oui. Et aussi dans les essais. C'est le problème de la communication. Les gens ne se parlent pas, les gens se parlent mal, les gens ne s'écoutent pas. Et dans la société, aujourd'hui, c'est encore pire. Avant que quelqu'un ait terminé son propos, il y a déjà l'interlocuteur en face qui dit « Ah oui, moi, je… » Et on s'en fout de ton « moi, je ». Commence par écouter la personne qui est là. Et c'est aussi l'un des avantages et l'un des intérêts majeurs de la littérature, c'est qu'on se taise et qu'on écoute l'histoire qui se raconte et qu'on infuse cette histoire-là et qu'après, on se donne le temps de penser. Qu'est-ce qui fait que le texte, alors, invite le lecteur? Le texte est un texte ouvert, évidemment. Je prends Umberto Eco, pour ne pas le citer. L'œuvre ouverte et ce texte qui appartient à tous. Tout à fait. Donc, peut-être que tu es, en tant qu'auteur qui écrit, peut-être que c'est le témoin que tu souhaites être. Oui. Alors, je rajoute un élément. Là, le cycle de mes romans. Alors, j'ai écrit une nouvelle il y a 5 ans maintenant, dans un ouvrage collectif, et où je parlais déjà de cette difficulté de communiquer. Et le texte commençait avec ces mots. « Les mots qui ne sont pas dits sont les plaies de l'instant et les poisons de l'éternité. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été meurtri par les liens du verbe, malmené, vrillé, déchiqueté ou rompu. » Donc, avec toute mon énergie, avec toute ma foi, avec toute ma sensibilité, avec toutes mes larmes aussi, parce que le livre est plein de ces larmes-là, j'essaie de rétablir du lien. Voilà. Et j'essaie d'inviter les gens à établir du lien. Ouais. Et je crois que, encore une fois, que la littérature, parce qu'elle oblige à se poser, parce qu'elle permet d'avoir un rapport intime avec les mots, ce rapport intime avec les mots invite à un rapport intime avec soi-même. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux nous lire un petit extrait de La poupée de maman que tu as choisi? Alors, et pourquoi tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi ou peut-être pas? Il y a donc dans le livre, le personnage principal, c'est Pierre et sa maman. Et puis, il y a un autre personnage qui est très important,
Pardon, c'est la fille de Pierre. Mmh. Et la fille de Pierre, c'est Charlotte. Le père, dans ses explorations, dans ses investigations, dans la maison à la recherche de la poupée, sa fille vit à Paris, lui, il est dans les Alpes, et sa fille est son interlocutrice. Et il lui parle régulièrement. Et ça l'amène aussi à faire des confidences à sa fille. Mmh. Est-ce ton livre Et donc là, est dédicacé à Cécile? Voilà, c'est ça, qui est ma fille. Voilà, et qui est ta fille. J'ai une fille unique qui s'appelle Cécile. Alors, je t'interdis de faire des extrapolations entre Pierre. Non, mais c'est de la fiction. Voilà, c'est de la fiction. Non, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour que je fais. Oui. Et donc, il y a un passage, je vais vous lire un passage, où Pierre, donc le père, donc, parle à sa fille de son rapport à son identité et à son genre. Souviens-toi, non, il dit à sa fille, souviens-toi, j'étais le seul garçon parmi 12 filles en section littéraire. C'était bien. Je pensais comme elle en kaléidoscope. Je riais comme elle dans les aigus. Je croisais les jambes comme elle lorsqu'elle portait des jupes. Je le fais toujours. Elle ne me voyait pas comme un amoureux potentiel, et moi, je ne cherchais pas à les séduire. Plus tard, à 20 ans, je me suis fait friser les cheveux, comme notre mère, et j'ai pris des kilos comme elle. J'en étais encore là, en lui ressemblant, peut-être qu'elle m'aimerait plus et mieux. À 25 ans, j'aimais toutes les femmes. Je les trouvais toutes belles, jolies, mignonnes. Je les couvrais de superlatifs. Mais lorsque l'une d'elles tombait amoureuse de moi, j'étais désemparé. Je ne savais pas comment les aider à se relever. Un jour, je me suis même attardé sur le souffle des femmes. Il est si singulier, si variable. Un homme dit oui en expirant. Une femme peut aussi prononcer ce mot en inspirant. Et cela change tout. Ce oui-là est tremblant, sensuel. Je l'envie. Tout comme la peau des femmes, leurs cheveux, leur corps et jusqu'à leur clitoris. Tellement plus sensible que ce pieu planté entre les jambes des mâles. Voilà. J'arrête là. T'arrêtes. J'arrête. Voilà, donc c'est toute la problématique. C'est un passage assez essentiel dans la problématique de l'identité sexuelle de Pierre. Ouais. Que tu interroges d'ailleurs dans tes autres romans, quand tu parles aussi de la place des hommes, tout à fait. De la paternité. Tout à fait. Oui, c'est vraiment... alors, comment dire ça ? Il y a un chapitre complet, le chapitre 13, où Pierre est victime d'un événement avec son père. Et cet événement a été déterminant pour l'ensemble de son existence, parce que son identité d'homme, de garçon, a été bafouée. Et donc, j'ai souvent un regard très dur sur les hommes, alors évidemment lié à l'histoire personnelle. Et je trouve, et c'est ce qui apparaît dans ce texte-là, et ce sera le sujet de mon prochain roman, c'est qu'il y a pour moi ma fille me dit souvent, papa, t'es plus féministe que les femmes. Voilà, et j'en suis là. Je suis là à défendre les femmes avec la plus grande énergie et la plus grande sensibilité, et j'essaye d'inviter les hommes en permanence à faire preuve de sensibilité à l'égard des femmes. Et je trouve que ça fait terriblement défaut. Et la société, moi j'appelle ça la société pornographique dans laquelle on vit, est un drame inouï. Parce que médiatico-pornographique. Oui, tout à fait. Et je veux dire, tout cet accès... Je veux dire, les femmes se sont battues pour être reconnues, respectées, etc. Il y a eu une progression, une évolution par rapport à ça, même si on n'est pas au bout. Tout le mouvement MeToo est là pour le démontrer. Mais en même temps, qu'il y a cette progression vers quelque chose de mieux, il y a un mouvement inverse qui est cette société pornographique. Je veux dire, on ne peut pas imaginer qu'un monde dans lequel l'accès à la pornographie est aussi facile et aussi généralisé dès le collège, que ça n'a pas de conséquences sur les relations humaines. Et sachant que cette pornographie est totalement phallocratique, je ne sais pas comment des petits garçons de collège de 10-11 ans voient aujourd'hui les femmes et comment... Donc, il y a une urgence impérieuse de remettre du sensible dans tout ça. Voilà. Et de l'humain. De l'humain, de la sensibilité, du respect. Tellement de respect qui fait défaut.
Donc voilà, donc, je veux dire, il y a vraiment dans l'ensemble de ma production cette notion d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour pointer ce qui ne va pas et essayer d'œuvrer pour que ça serve à quelque chose. Voilà, que mon action littéraire, de témoignage, puisse aider. S'il n'y a qu'une personne qui me dit « Ah, ça a changé mon regard sur la paternité pour le bouquin, sur les relations familiales, etc. » Je me dis « Ah, j'ai fait quelque chose d'utile et j'ai besoin… » Parce que je ne crois pas qu'on fasse un travail artistique, un travail intellectuel pour l'exposer dans sa salle de bain, quoi. Quand on fait un travail artistique, c'est pour le partager, c'est pour qu'il serve à quelque chose. Voilà. C'est pour atteindre les archétypes humains. Oui, c'est ça. Et communier dans le sens, le non-sens et le sens, finalement. Moi, je vais lire quelques poèmes qui évoquent l'écriture, justement, la poésie, de Inger Christensen. C'est tiré de La Vallée des papillons et de Alphabet et autres poèmes parus chez Gallimard. Des pigeons inquiets partout et la crainte du poème qui, effrayé, s'envole au moindre mouvement. Je distribue des miettes que les mots s'assoient calmement. Bientôt, rien qu'une picorée après la moindre petite miette de sens, sans phrase et cruelle. Bientôt, rien qu'une paix singulièrement violente. Jaillissant subitement, la lumière s'étouffe dans son cri quand nous naissons. Mais plus absurde et beau, comme pour une image rémanente de chagrin, les yeux écoutent la lumière, blanche et liquide comme le lait. Et pendant que nous buvons, nous entendons la soif s'étancher. Sur la terrasse, le crépuscule ouvre ses vannes et tout se confond avec soi-même. Et tes questions sur la toile d'araignée et la pluie lavant l'eau. Peut-être, mais je ne sais pas si la rosée se rappelle. La rosée qu'il était, duvetait la toile si douce comme seule une merveille peut l'être. Appris ce qu'est le travail, que c'était comme ça, comme le mot rosée, et autrement lu en miroir le nom d'un Dieu. Tout remis ce que j'ai pensé et pardonné au monde de nouveau. Cette maison est une coquille de baisers affinée et sans étonnement. Seulement si sonore, comme un chuchotement à travers la foule de feuilles, un tout autre endroit sur un arbre qu'un autre contemple dans le lointain, peut-être d'un bus à l'arrêt. Sinon, hiver et été, et hiver encore passé en compagnie de quelque chose d'aussi simple qu'une grenade, complètement désincarnée et qui ne dit rien. Et pendant que tu dors et dresses la carte des continents entiers le long des berges du fleuve Sommeil, je défais la grenade de son papier lilas et la coupe en deux. Elle ressemble à un autre cerveau que le nôtre. Qui sait si la grenade sait en elle-même que son nom est autre? Qui sait si mon nom, peut-être, est un autre que moi? Je pense, donc je suis une partie du labyrinthe, verbiage consolateur et espoir d'une issue, car il n'y a que le fleuve et ses deux larges berges. Sur l'une, récit, idylle et l'espoir enragé d'explication et de fin. Sur l'autre, la seule explication qui s'étend et qui s'étend et qui s'étend jusque dans elle-même. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, Lire du dire, émission littéraire. Je suis aujourd'hui avec Francis Kuttelben, journaliste et romancier, et nous évoquions son dernier roman, La poupée de maman, et sa mission, j'ai envie de dire, de journaliste, d'investigation, de l'intime, mais aussi du réel, puisqu'en 2009, tu écrivais Scandale à France Télévisions, puis ensuite, en 2015, Sauvons France Télévisions. Pourquoi tu as écrit ces deux livres et l'accueil qu'on leur a réservé? Alors, j'ai plusieurs fois eu des ruptures professionnelles que j'ai choisies. Et en 2006, je suis devenu directeur des programmes au sein de France Télévisions, directeur des programmes à France 3 Alsace.
Et la mission que m'avait confiée le directeur régional, c'était de développer les programmes régionaux. Ce que j'ai réussi à faire, mais que j'ai fait contre l'avis de la direction parisienne. Et il a fallu des interventions politiques qui sont montées jusqu'à Jacques Chirac, président de la République, pour que Jacques Chirac appelle De Carolis et lui dise « Tu lâches un truc à l'Alsace, tu laisses faire l'Alsace ». Et donc, j'ai fait un programme inédit pendant tout l'été en prime time, ce qui n'avait jamais été fait et qui n'a jamais été refait sur le réseau de France 3. Programme qui a été financé par les collectivités régionales. Donc, là aussi, France Télévisions m'a dit « Bon, allez, tu le fais, ton truc », avec beaucoup de dédain, et en précisant « Mais nous, on ne te donnera pas d'argent ». Donc, j'ai dit « Pas grave, je vais trouver l'argent ». Donc, j'ai trouvé l'argent, on a fait les programmes, ça a été un succès d'audience. Et à partir de ce moment-là, c'était la guerre avec De Carolis. C'était des programmes plus... Alors, c'était des programmes qui associaient... J'ai envie de dire intéressant, parce oui, que oui. Ça serait un scoop. Non, mais c'était un programme intéressant, parce que ça associait des personnalités du monde de la culture qui avaient un lien avec l'Alsace, avec une personnalité humoristique alsacienne. Donc, en matchant une femme qui fait du stand-up en Alsace, qui est très connue, avec des gens du milieu culturel, en plus le tout diffusé en prime time, j'ai réussi par ce mix à attirer un public et à prendre des parts de marché, y compris à TF1. Donc, je veux dire, le truc, c'était une opération gagnante, c'était fabriqué pour, et ça a fonctionné. Sauf que ça a déplu à la direction parisienne, parce qu'elle s'est sentie dépossédée de son pouvoir, et de surcroît déposée de son pouvoir financier, puisque je n'avais pas eu besoin de leur argent. Donc, rapport de force qui s'est terminé par mon départ pour désaccord avec la direction. Après ça, France Télévisions avait fait une énorme erreur, c'est d'avoir dans la convention de départ, ils ont oublié d'ajouter une clause de confidentialité. Donc, j'en ai évidemment profité. Ouais. Pour premier livre, c'était vraiment quand un corps est malade, la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic, donc de dire ce qui ne va pas. Et en résumé, ce qui ne va pas, c'est que la télévision publique vit de l'argent public, alors ça s'est un peu arrangé, mais à l'époque, c'était vraiment encore très, très, très violent, vit et en abuse. Donc, le moindre salarié du plus bas niveau technique jusqu'au sommet de l'entreprise essayait de tirer un avantage personnel de cette télévision publique. Et toute la galaxie du monde de l'audiovisuel, de la production privée, etc., tout le monde tirait sur la vache à lait. Donc, moi, j'ai dénoncé tout ça. Je n'ai rien inventé, puisque tout existait déjà à l'époque dans des rapports, mais évidemment, personne ne les lisait, des rapports parlementaires, des rapports de la Cour des comptes, des rapports du CSA. Tout était connu, mais personne n'acceptait que ça sorte. Donc, le bouquin a eu un énorme retentissement. Toute la presse, radio, télé, presse écrite en a parlé. J'étais pas mal inquiété parce que France Télévisions envisageait de me faire un procès, mais donc le procès n'a finalement pas eu lieu parce qu'ils se sont très vite rendus compte que tout était sourcé. Et puis, Sarkozy a essayé le président de la République à l'époque, a essayé de procéder à une réforme. Il a modifié un certain nombre de choses, mais très vite, par exemple, il y a une décision qui est toujours dans la loi, que lui, il avait imposée, c'est les programmes commencent à 20h30. Voilà. Et plus de pub à partir de ce moment-là. Eh bien, aujourd'hui, les programmes commencent au-delà de 21h. Ouais. Parce que France Télévisions, et ça a toujours été comme ça, à un moment donné, la télévision publique fait à sa tête, fait à sa mesure. N'en fait qu'à sa tête, pardon. Voilà. Et donc, 2015, j'écris un deuxième livre. Et là, c'était un livre de proposition en disant « Sauvons France Télévisions ». Parce que l'argent venant à manquer, on ne pouvait pas continuer à tirer sur cette vache à lait. Par ailleurs, l'explosion des canaux de diffusion, des supports de diffusion, le mode de consommation de la télévision changeait avec ce triptyque « je regarde quand je veux, où je veux, comme je veux ». Et France Télévisions n'était toujours pas dans ce triptyque. Et donc, j'ai considéré qu'il fallait réformer. Et donc, c'est un livre de proposition. Alors, ce livre de proposition a eu des effets, puisque quand Emmanuel Macron est arrivé à la présidence de la République, il m'a demandé de venir à l'Élysée. Et donc, il avait lu le bouquin et son entourage m'a dit « Mais qu'est-ce que vous proposez s'il n'y avait qu'une mesure à prendre ?» Alors ça, c'est bien une réaction de technocrate, c'est que les sujets sont extrêmement complexes, mais à un moment donné, ils veulent une mesure symbolique en se disant on a fait un truc. On enlève la pub, par exemple. Voilà, alors ça, Sarkozy l'avait fait. Et moi, le point sur lequel j'ai insisté, c'est la question de la redevance, en disant
c'est pas possible. Enfin, je le dis autrement, la redevance, c'est de la vente forcée. C'est-à-dire, on oblige les gens à payer une redevance alors qu'ils ne regardent pas nécessairement les programmes de l'audiovisuel public. Et puis le deuxième élément par rapport à ça, c'est que il y a une inégalité par rapport à la redevance. C'est que ceux qui ont un poste de télévision sont obligés de payer la redevance et ceux qui regardaient la télévision par Internet ne payaient pas la redevance. Donc, à l'arrivée, effectivement, mon signal d'alerte sur la redevance a été entendu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron ? Il a supprimé la redevance. Voilà, on supprime la redevance, sauf qu'on n'a rien réglé dans la structure. On n'a rien réglé, comment on va financer sur le budget de l'État, mais sauf que ça ne va pas suffire et que ça va aboutir tôt ou tard à une réduction du périmètre de l'audiovisuel public. On n'a pas non plus sacralisé l'audiovisuel public parce que moi, je considère qu'on a fondamentalement besoin d'un audiovisuel public fort et d'un audiovisuel public qui marque beaucoup plus sa différence qu'à l'heure actuelle. En termes de radio, en même temps libre. C'est-à-dire qu'il faut pas quand même pas. Enfin, moi je dis, il y a plus d'informations télévisées. Tout est endoctriné, tout est tenu au niveau idéologique. Où sont les journalistes aujourd'hui ? Alors voilà. Moi je pose la question parce que c'est proprement scandaleux. Alors tout à fait. Alors au-delà de l'audiovisuel public, tu abordes la question des journalistes. De l'autonomie. C'est ça. Alors ça c'est un autre sujet. Et je vais illustrer ma réponse par une anecdote personnelle. En 2001, je suis journaliste, rédacteur en chef d'une des rédactions au Journal d'Alsace. Le directeur de la rédaction doit prendre sa retraite et il y a un processus qui est engagé pour lui trouver un successeur. Je suis un des 4 successeurs pressentis et j'écris un projet. En 2001, je répète, on est au début de l'émergence d'Internet. Et dans ma vie, j'ai toujours été fasciné par la technologie. Quand j'avais 11 ans, je me suis fait offrir un talkie-walkie parce que je voulais communiquer par les ondes. À 20 ans, je suis allé à la FNAC pour acheter un casque sans fil. Ils m'ont dit « mais ça n'existe pas, monsieur ». Donc, quand Internet est apparu, je me suis dit « ça va tout changer ». On était encore sur le schéma « la radio annonce, la télé montre, la presse écrite explique ». Et là, ça allait exploser. Je savais que ça allait exploser. Et donc, j'ai écrit un projet éditorial qui s'appelait « Inventons demain », dans lequel je disais le journaliste était jusqu'à présent l'instituteur au milieu du village, diffusait un savoir. Il doit changer sa position. Il ne peut plus être cet instituteur, il doit être un transmetteur et un facilitateur et quelqu'un qui relie des savoirs. Je présente ça au directeur de la publication. Il me dit « Votre projet est très intéressant, monsieur Goutleben, sauf qu'il y a une différence fondamentale entre vous et moi. C'est que vous croyez en l'homme et moi, je ne crois pas en l'homme. » Voilà. Et il ajoute, depuis saint Thomas d'Aquin, l'homme n'a pas évolué. Du tac au tac, je lui dis, à ce moment-là, on n'a plus rien à se dire. Et sur ce, j'ai quitté le journal. 15 jours après, je n'étais plus au journal. Et j'ai quitté le journalisme. Alors, même si tu me présentes encore comme journaliste, moi, depuis 2001, j'ai rendu ma carte de presse. Et aujourd'hui, je suis absolument effondré, comme tu l'as exprimé toi-même. Il n'y a quasiment plus de journalistes. Ce sont tous des hommes et des femmes qui se contentent de relayer des communiqués de presse, des dossiers de presse, de couvrir des événements qui sont organisés, pré-match, etc. Le monde est devenu, la planète entière, est devenue une machine à communiquer. Et face à cette machine à communiquer... À communiquer avec des images bien sûr, pour manipuler l'opinion, évidemment. Oui, et quand je dis communiquer... C'est pas communiquer. Non, c'est pas communiquer, c'est communiquer dans le sens... C'est communiquer dans le sens marketing, dans le sens commercial... Ouais. On dit des choses, on raconte des histoires pour que les gens soient... on raconte des histoires. Pour endormir le peuple. On crée des fables et on endort. Ça. Voilà. Et alors que les journalistes devraient fondamentalement, par l'essence même de leur profession et la définition de leur profession, du matin au soir, lutter contre ça, démonter les systèmes, dire voilà la réalité de ce qui se passe. Eh bien non, on est dans un pays, alors là je me contente de le dire pour la France, parce que je ne veux pas porter un jugement au-delà, et mon propos est extrêmement sévère. Les journalistes sont devenus fainéants. Voilà où on en est. On a un pays de journalistes fainéants qui, bien évidemment, sont animés par l'audience, il faut faire un coup tous les jours. Je veux dire, il y a un exemple récent qu'on a vécu qui m'a mis dans une rage folle. Donc, il faut faire des économies d'énergie. Bruno Le Maire se présente avec un col roulé. Et ça a été l'actualité qui a tourné toute la journée sur les chaînes info.
le col roulé de Bruno Le Maire, il faut mettre des pulls, machin, etc. Enfin, je veux dire, on nous prend pour des débiles, quoi. Absolument. Il fait un peu plus froid, donc on met un pull, quoi. Ça va, quoi. Donc, et les journalistes sont dans ce système-là. C'est comment participer à ce système quand on se dit journaliste. Voilà, donc c'est absolument effrayant. Et je suis content de ne plus être journaliste depuis 20 ans. Parce que c'est effrayant. C'est effrayant. Alors, je vais lire un extrait de ton roman, La poupée de maman. Le restaurant du parc n'a pas eu sa livraison quotidienne de menthe fraîche. Charlotte Peste se rabat sur l'Aperol Spritz. Elle allume une cigarette qu'elle pose dans un cendrier, puis une seconde qu'elle garde entre ses lèvres. Elle souhaite faire un point de situation. C'est sa pratique pour les temps difficiles. Depuis ton plus jeune âge, tu as senti chez ta mère des silences et des non-dits. Alice, la sœur de ta mère, a disparu sans laisser de traces. Pour Esther, il en est de même avec tous les symboles qu'elle représente. Tu es devenu méfiant à perpétuité. Pour tout et envers tout le monde. Ce suintement fait des dégâts en toi et autour de toi. Il ne peut pas continuer ad vitam aeternam. La fille sait qu'elle prend un risque en s'exprimant avec une telle franchise. Son père, si souvent mis en cause par son propre père, peut d'une seconde à l'autre se sentir agressé et ouvrir son arsenal de survie, les justifications, les barricades, les contre-attaques. Pour éviter ces issues, elle lui offre un bis repetita de son mouvement de tout à l'heure sur le parking de l'EHPAD. Elle ajoute un « je t'aime, papa », en prenant avec insistance son visage entre ses mains pour l'obliger à la regarder en face. Elle a commencé avec des précautions oratoires, elle finit sans détour. Si toi, tu as un droit de regard sur l'histoire de tes parents, moi aussi, je peux te réclamer cet inventaire. Il répond du tac au tac, « Ma fille, on ne se tait jamais à la légère. J'ai toujours redouté d'être larmoyant. J'ai refusé de susciter de la pitié ou même de la compassion. Je redoutais de me rendre coupable de raccourcis et d'à peu près. Je ne voulais pas donner l'impression de régler des comptes. Je craignais que les éclaboussures du passé t'atteignent toi et tes frères. Mais c'est vrai, du coup, que je me suis enfermée dans mon histoire jusqu'à radoter avec moi-même. » Le père n'a pas échappé à ses stratégies de défense, mais son cœur ne s'est pas emballé, sa voix ne s'est pas élevée et ses gestes ne sont pas devenus ceux d'un hachoir mécanique. Il réussit même à arrêter le flot de ses paroles, alors qu'en pareille circonstance, il répète souvent ses arguments 3 ou 4 fois en y ajoutant des formes imagées, empruntées à son vocabulaire de bâtisseur. Charlotte écrase sa cigarette qu'elle n'a pas fini de fumer. Il continue. Avec l'obligation de ranger les lieux, avec les hauts et les bas de l'état de santé de ma mère, avec le tumulte de mes émotions, mes choix sont devenus chaque jour un peu plus intenables. Merci de m'aider à sortir de mon piège. La fille croise ses bras. Le père se plante un doigt au fond de la gorge, vomit l'indigestion qui le ronge. J'ai reproché à ma mère de ne m'avoir livré que des bribes de mon histoire, de surcroît tardivement. Eh bien, sache que j'ai fait de même avec toi. Charlotte est toujours en arrêt sur image. Pierre est pris de sudation. Alors voilà, la fille que je n'ai pas été a été outragée. Ensuite, elle a été tuée. Je l'ai remise à ma mère sous la forme d'une poupée. Je voulais qu'elle lui redonne vie, qu'elle la reconstruise, qu'elle la console et la protège. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3. C'est Lire du Dire, émission littéraire, et je suis avec Francis Guttelben, écrivain de l'intime et autrefois journaliste d'investigation. Courageux. Voilà. Je viens de lire donc un extrait de ton dernier roman. Et puis, alors tu parlais du langage, tu parlais des gravats que tu vas extraire de toi-même quand tu écris. C'est pas des gravats, en fait c'est des mots. Et est-ce qu'on pourrait évoquer la question du langage littéraire, de cette magie de la langue romanesque qui est non seulement... Alors, il y a le langage romanesque, mais il y a aussi le langage psychanalytique.
Le lien là-dedans, Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oui, alors je vais répondre à ça de la manière suivante. Et en parlant de mon prochain roman sur lequel je travaille. Au départ, alors l'histoire que je vais raconter, le thème, c'est les illusions amoureuses, avec une intrigue dont le ressort sera la trahison. La trahison de l'un par l'autre, de l'un vers l'autre, ou la trahison de soi. Donc c'est un sujet assez universel sur c'est quoi l'amour, c'est quoi les illusions amoureuses, quand est-ce qu'on est vrai dans l'amour, quand est-ce qu'on se trompe et quand est-ce qu'on trompe l'autre. Et évidemment, j'ai 2 personnages dans cette approche-là. Et parce que si je ne fais que raconter une histoire autour de ce thème-là, je vais raconter un divertissement. Ça va être un roman de plus sur la question amoureuse et on s'en fout, c'est pas la peine d'en faire un de plus. Là où je considère que ça devient plus intéressant, c'est si je plonge dans la personnalité de l'homme et de la femme et si j'essaye de comprendre ce qui se joue entre eux et quelles sont les histoires contenues en eux, quelle typologie de personnages ils sont, quel est leur lien initial à l'attachement, quelles sont leurs difficultés par rapport aux émotions. Et donc, j'ai besoin de me nourrir de quelque chose de très fort sur le plan psychanalytique pour que mes personnages existent. Et à partir de là, ensuite, évidemment, il faut transformer cette matière psychanalytique en un roman et en une écriture. Et là, ça consiste en quoi ? J'emploie une image pour expliquer cette démarche. L'écrivain, en tout cas moi en tant qu'auteur, je considère que je suis un oignon et il faut tout le temps enlever les peaux. Et ça pousse tout le temps. Il faut enlever les peaux mortes. En enlevant les peaux mortes, on arrive à la partie vivante de l'oignon, celle qui sointe, celle qui dégage le fameux gaz qui fait pleurer. Et il faut que je me trouve dans la position d'être nu et d'être en fragilité extrême pour trouver, alors c'est pour trouver ma part la plus intime, et c'est cette part la plus intime que j'essaye de mettre en mots. Et quand je me relis, et alors je vous fais des confidences vraiment de cuisine interne et d'arrière-cuisine, quand je me relis et que je suis en pleurs, en relisant, je me dis, bon, je suis juste et j'ai des chances de toucher le lecteur. Donc, c'est quoi la parole ou le langage littéraire? C'est quoi les mots? Bah oui. Les mots, il n'y a pas de, enfin, pour moi, il n'y a pas de théorisation à faire par rapport à ça. C'est les mots qui sonnent le plus juste par rapport à soi. Et évidemment, au-delà de la pelure d'oignon ou de dégager les peaux mortes de l'oignon, encore faut-il trouver les mots qui conviennent. Et pour les trouver, pour ma part, il faut que je sois dans le silence le plus total. Je dirais, une musique va m'influencer, donc je ne veux pas être influencé par une musique. Je veux trouver les mots les plus justes. Et là, encore une fois, j'emploie cette image de mineur, quoi, parce qu'il faut dégager la carcasse, il faut dégager les cailloux, il faut aller chercher les mots. C'est un vrai travail. C'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient que tu vas les. Alors il y a J'essaie de. Il y a deux manières de topographier. Ouais. Alors c'est à la fois un travail extrêmement précis de recherche, et en même temps c'est un exercice de lâcher prise. Et donc, quand je suis en phase d'écriture, je ne fais que 2 choses. Écrire et pédaler. Faire du vélo. Et ça alterne. Et tous les jours, je vais pédaler 2 heures. Et pendant que je suis sur le vélo, j'arrive à ne plus penser et à laisser venir un certain nombre de choses qui viennent à moi. Donc, en fait, dans un monde idéal, je crois que chacun gagnerait à se poser de temps en temps pour écrire, pour écrire des choses de lui, sur lui, de son intime. Et là, il n'y a pas de beau style, mauvais style, mal écrit, bien écrit. C'est juste être en relation avec soi. Donc c'est vraiment... et c'est aussi une expérience quasi mystique chez moi.
parce qu'il y a des rites, j'allume de l'encens, j'ai besoin d'être dans une ambiance extrêmement sereine. Ma maison, c'est une maison de maniaque. Hein. Il n'y a rien qui traîne. Hein. Il n'y a pas un objet qui traîne. Il faut que ce soit le plus dépouillé possible pour que j'atteigne ce que je trouve quelque chose qui soit le plus juste possible. C'est-à-dire transcender finalement ton histoire personnelle, hein, l'anecdotique, ce que permet la littérature quand elle existe, quand le texte prend corps, c'est ailleurs qu'avec toi. C'est ça. Et qui se détache. C'est ça. Finalement. C'est ça. Et c'est aussi une... Alors ça, c'est très particulier aussi, parce que par rapport au personnage, il y a des moments, je crois qu'ils sont là. Ils deviennent réels, quoi. Ils deviennent réellement, ils sont réellement présents, ils vivent avec moi. Et je les accompagne. Il y a des moments, je pleure pour eux. Je pleure pour ce que je leur fais vivre. Et ça fait partie de l'expérience qui est absolument sublime, parce que dans le dialogue qui s'instaure réellement avec mes personnages, ils m'apprennent des choses sur moi. Voilà. Donc, tu as des témoignages aussi, je suppose, de tes lecteurs. Oui. Alors, oui. Tu nous en as parlé. Hein, ouais. Oui. Alors, j'ai quelque chose à dire dans ce registre-là. La manière dont se passent les relations entre les auteurs et les lecteurs, je trouve que c'est pas bien. Je déplore l'organisation des salons du livre, parce que les auteurs sont assis derrière des tables. Le lecteur, il est en face, il est intimidé. Si en plus l'auteur est assis et le lecteur est debout, ça crée une échelle de valeur dans la relation. Donc, ce que j'aime faire, et je le fais le plus souvent possible, c'est des rencontres avec des lecteurs. Je privilégie les rencontres dans les bibliothèques. Et je fais participer les gens. Là, c'est toi qui as lu des extraits de l'ouvrage. Je fais circuler le bouquin et je demande aux gens de lire des passages. Et je demande aux gens de parler d'eux. Et voilà, comme le bouquin dans ma conception des choses, est un acte de liaison avec le public. Je ne veux pas être l'auteur qu'on vénère, qu'on admire, qui est dans sa tour d'ivoire, qui se prend... Je veux dire, il y a un autre drame absolu pour le monde de l'édition, c'est l'ego des auteurs. Ah oui. C'est terrible. Alors, carrément terrible. Oui. Autant je suis extrêmement reconnaissant à Bernard Pivot, parce que quand j'étais enfant, c'était mon espace d'accès à la littérature et à l'actualité du livre. Mais il a indirectement, et bien malgré lui, provoqué, pardon pour le néologisme, une égotisation du monde de la littérature qui est absolument effrayant. Là, j'ai encore vu récemment un groupe d'auteurs inconnus, même s'ils sont diffusés par des maisons d'édition nationales. Je veux dire, le nombre d'auteurs, il y en est très peu qui sont connus. Ils ont créé un groupe entre eux qui s'appelle les Belles Lettres. Mais quelle impudeur, quelle prétention. Je veux dire, être auteur... Moi, alors, je suis très content de la discussion qu'on a là ensemble, parce qu'on est sur un discours de durée. On échange, on a 1 heure pour se parler. Mais quand c'est pour parler 5 minutes dans un post, et quand je dis 5 minutes, je suis généreux, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, j'admire Kundera, qui a réussi, pour la plus grande partie de son œuvre, à être caché, à refuser les interviews. Christian Bobin, c'en est un autre. Oui, Christian. Il se fait très peu présent, et il vit dans sa maison pas loin du Creusot. Et c'est ça, être écrivain. On n'est pas là pour se montrer. C'est nos livres qu'il faut montrer. Et Philippe Jaffeux, d'ailleurs, pour le citer, qui est un grand poète, un écrivain, et qui veut absolument jamais apparaître. C'est ça. Voilà. Oui. Voilà, c'est le texte qui doit exister, c'est pas l'auteur. Oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Francis Guttelben, d'être venu. Merci de nous avoir évoqué tous ces points. À toi, merci à la radio de m'avoir accueilli. C'est vraiment un moment très, très agréable pour moi, un moment rare. Merci. Oui, merci beaucoup.